Bonsoir du Jacques Rogesseau et surtout de l'émission Analyse politique avec Siste Sarah. Eh bien, ce soir, nous sommes de retour encore après un week-end bien comblé de repos. Nous voulons vous conduire encore en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu au niveau du PDCI RDA qui est en train de montrer ses forces et ses stratégies au pouvoir de M. Ouattara et face au RHDP qui lui plonge plutôt dans la vindicte, dans les insultes et dans toutes sortes de débats, de bas quartiers, des débats de maquis, comme on le dit souvent. Alors, le président Tidiane Thiam a eu une rencontre sur la place Figayo à Yopougon avec la société civile. Ça a été une très, très bonne expérience. Les gens sont sortis, les populations sont sorties. Il a aussi rencontré les enseignants et Ayam Sokro, ce qui est vraiment quelque chose de bien. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est quand même dommage, mais quand les gens n'ont pas le pouvoir, ils font la cour aux gens, ils disent beaucoup de choses, et puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils oublient complètement ce qu'ils avaient dit. Je me demande même si parfois ils prennent le soin de réécouter les enregistrements de leur, de leur, de leur campagne publique, comme disent les Ivoiriens, est-ce qu'ils prennent le temps de regarder leur art pour comprendre si ils sont effectivement en train de faire ce qu'ils avaient promis? On le voit avec le président Alassane Ouattara qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout tenu ses promesses. Hein. Un Ivoirien, un toit, des logements sociaux à 3 millions, 5 millions, on va payer par mois, je ne sais pas combien de francs, 40 000, 50 000, et au bout de tel nombre d'années, cela devient votre maison. On n'a pas vu ça se passer. On a plutôt vu qu'on a cassé beaucoup de sites, on a cassé des lieux, des écoles, sous prétexte que c'était des lieux précaires, et on a dépossédé les populations du peu qu'elles avaient, alors que déjà elles n'avaient rien, et on les a dépossédées de ce qu'elles avaient. Et il faut comprendre euh, la dynamique de l'abuseur. Vous savez, quand quelqu'un est abusé, si un enfant vit dans un foyer où le père passe son temps à battre la mère, ne soyez pas surpris qu'une fois qu'il grandit, que cet enfant-là devienne lui aussi un abuseur, c'est-à-dire qu'il batte sa femme parce que c'est tout ce qu'il a connu, c'est la seule chose qu'il a connue. Et dans la politique de Côte d'Ivoire, M. Ouattara et le RDN n'ont connu aucune autre logique dans la politique. Ils n'ont pas connu les débats. Ils ont connu plutôt les abus, la violence. Et nous voyons ces violences-là sur tous les plans. Hein. Violence de la Constitution, violence des violations pardon, des droits des Ivoiriens, violation de la Constitution, refus de permettre aux Ivoiriens de vivre et de profiter de leur pays, des surendettements à un point fini. D'ailleurs, on vient de voir dans les médias que le président Alassane Ouattara que la recherche de 400 milliards, il paraîtrait, hein, puisque nous n'avons pas confirmé cette source, qu'il demande des cotisations pour, euh, pour retrouver ces 400 milliards. Pour l'instant, en tout cas, on ne nous a pas dit qui va cotiser. On ne sait pas si ce sont les Ivoiriens qui se plaignent qu'il n'y a pas à manger qui vont cotiser, si ce sont les Ivoiriens qui sont obligés de payer tout quand ils arrivent à l'hôpital, qui doivent cotiser, ou bien si le président Ouattara parle de ces ministres qui, il n'y a pas longtemps déjà, on nous signalait qu'ils avaient commencé à exporter leurs biens matériels, donc leur argent dans les pays étrangers, les pays occidentaux. Peut-être que si M. Ouattara exerce un peu de sérieux dans ce poste de président qu'il a, il pourra facilement retrouver cet argent. D'ailleurs, M. Ouattara, lui seul, dans son budget de souveraineté d'un an, peut payer les 95% d'ailleurs de cette dette hein, pour épurer, hein, pour éponger une dette de 400 milliards. M. Ouattara peut l'épurer puisque son budget de souveraineté fait au moins 300 000 milliards, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Alors, avec ça, déjà, on peut payer la dette de la Côte d'Ivoire. C'est un peu, c'est un peu euh, étonnant. C'est étonnant. C'est surprenant.
c'est rocambolesque. Voilà. C'est tout simplement rocambolesque que le président de la Côte d'Ivoire, qui a fait des ponts à péage, tous les Ivoiriens cotisent tous les matins, tous les soirs, quand vous traversez le pont Henri Konan Bédié pour aller du côté de Koumassi, Makori, ou dans l'autre sens, vous allez aller, vous allez revenir. Donc, vous êtes sûr de payer au moins 1000 francs par jour. Alors, imaginez ceux qui viennent, les taximans, qui sont obligés de passer par là, le transport public, qui sont obligés de passer par là une fois dans la journée pour partir, pour aller déposer leurs passagers, pour aller les chercher. Alors, imaginez combien de francs ces personnes-là payent, puisque quand vous traversez le pont, on ne vous donne pas un reçu pour dire que quand vous revenez, vous êtes, vous n'avez plus à payer. Non, vous allez vous payer, vous revenez vous payer. Si vous avez oublié quelque chose à la maison et que vous voulez courir pour aller chercher, vous payez le taux. Alors, avec ces taux à péage, le président Ouattara aurait l'audace, si c'est que cela est vrai, de demander aux Ivoiriens de cotiser 400 milliards pour lui. Mais vraiment, c'est l'hôpital qui se moque de la charité et on espère que toutes ces gouttes d'eau qui sont en train de tomber dans le vase vont réussir à faire déborder le vase de M. Ouattara et pousser le peuple à sortir pour dire ça suffit. D'ailleurs, les injustices continuent de se perpétrer. En Côte d'Ivoire, c'est très facile de vous accuser d'être un commanditaire de coup d'État ou bien d'être un rebelle ou bien d'être quelqu'un qui s'apprête à déstabiliser le pays. C'est d'ailleurs ce qu'on prend pour mettre sur tout ce qu'on veut éteindre. Aujourd'hui, c'est le jeune frère de M. Soro Guillaume qui a été arrêté, commissaire de son État. On l'accuse d'avoir abusivement utilisé les armes. Mais vraiment, avec M. Ouattara, c'est l'hôpital qui se moque vraiment de la charité. Écoutez un peu les gens qui parlent. C'est-à-dire que M. Ouattara et son camp ont même le courage, l'audace et le toupet, comme on dit en français, de dire qu'un commissaire de la Côte d'Ivoire a utilisé son pistolet abusivement quand ils sont allés faire une descente dans un fumoir où, paraît-il, il aurait tiré et blessé un de ses collègues par erreur. Alors, quand vous parlez de fumoir, là, ça veut dire que c'est un coin rempli de fumée, de drogue, de tout. Et ce monsieur est arrêté, suspendu. Pendant qu'on a vu des rebelles qui ont tué, qui ont délogé les gens, qui ont dépossédé des Ivoiriens de leurs biens, de leurs maisons, jusqu'à ce jour, on n'a jamais inquiété personne. On a vu des commissaires de police de Côte d'Ivoire qui ont passé des concours en bonne et due forme, être ôtés de leur poste ou bien alors réduits à un poste d'assistant à des dozens qui ne pouvaient même pas lire le français et qui demandaient aux gens de quoi ils parlent. Les comédiens en ont parlé, on en a ri, mais c'était la réalité. Alors, en Côte d'Ivoire, le monde est à l'envers. Hein? Comme on dit, les dieux sont tombés sur la tête. Parce qu'avec M. Ouattara, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Alors, quand on critique M. Ouattara, beaucoup se plaignent parce qu'ils pensent que M. Ouattara est toujours un saint. Vous savez, quand vous avez un ange qui reste avec vous pendant longtemps, si cet ange-là ne fait pas attention, il finit par devenir un démon et on cherche un nouvel ange. Et c'est ça aujourd'hui la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut un nouvel ange. Monsieur Tidiane Thiam arrive sur l'échiquier politique ivoirienne, il vient avec un nouveau sang, il vient avec un nouveau message, un message d'espoir. Il a parlé aux enseignants. Il vient avec des mots qui nous rappellent que nous sommes en famille. Mes frères, mes sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais entendu dire, M. Ouattara dit, mes frères, mes sœurs, jamais. Si vous l'avez entendu, envoyez-moi la copie de ce discours. Parce que chez M. Ouattara, ce sont des compatriotes. Oui, parce qu'il ne peut pas avoir le courage de nous appeler ses frères. Parce qu'on ne traite pas ses frères comme ils traitent les Ivoiriens. On ne dépossède pas ses frères pour aller aider les gens du dehors. Un frère qui fait ça, c'est un maudit. Oui, c'est un maudit parce que quand vous êtes l'aîné d'une famille, tous vos parents comptent sur vous pour aider vos frères et sœurs. Et quand vous négligez vos frères et sœurs et que vous êtes plutôt gentil avec les gens du dehors, on dit que lui, là, c'est un maudit. Voilà ce que ça veut dire. Alors, quand on donne les marchés aux Burkinabés, on donne le marché aux Libanais, on donne les marchés publics à toutes sortes de nationalités et qu'on empêche les Ivoiriens d'avoir accès
à ces marchés, ou bien même quand on se les distribue entre soi, à toi, à moi, au sein du gouvernement, quand on nomme des ministres qui sont déjà ministres, on les met conseillers économiques et sociaux, qui sont en même temps députés et maires, qui sont conseillers régionaux. Mais alors, quand on fait ce genre de choses-là, on est maudit, parce que seul le maudit peut oublier ses frères. Seul un maudit peut oublier qu'il a de la famille. C'est un maudit ingrat qui oublie qu'il n'est pas seul sur la terre et qu'il doit faire profiter de ses biens à tous ses frères. D'ailleurs, de ses biens, dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les biens de M. Ouattara, encore moins de ceux qui l'environnent, de sa marmaille qui tourne autour de lui comme des abeilles autour des fleurs, ou bien comme des fourmis qui sont remplies dans le sucre de quelqu'un. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue le sucre du RDR. Les fourmis dans ce sucre, des Guinéens ivoirisés, des Maliens ivoirisés, ils sont tous là. Et le comble de tout ça, ce sont ces vagabonds des pays étrangers qui ne savaient pas où aller, qui n'allaient pas devenir quelque chose si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, qui ont l'audace de traiter le président Thiam d'étranger. Son père est sénégalais et sa mère est sénégalaise. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, eux, qui sont achetés avec des villages bizarres, des origines inconnues ou incertaines, des gens qui sont reconnus dans tous les pays, reconnus au Burkina Faso, reconnus aux États-Unis, reconnus comme des citoyens de ces pays-là, reconnus enfin en Côte d'Ivoire par une tranche comme citoyens de ce pays. Et c'est eux qui ont l'audace. Alors, ceux qui étaient hier des criminels, aujourd'hui pointent du doigt. Oh, mais vraiment, à Côte d'Ivoire, on est tombé sur la tête, les choses sont à l'envers. Il est grand temps que les Ivoiriens se mettent ensemble pour buter dehors ces malfrats, malhonnêtes, maudits, qui ne savent pas dire la vérité et qui veulent continuer de nous tromper. Alors maintenant, on joue la carte de l'ivoirité contre Tidiane Thiam. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée, hein? Vraiment, la Côte d'Ivoire est tombée. En tout cas, ce soir, nous allons parler de M. Tidiane Thiam encore. Qu'il n'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. En tout cas, nous l'aimons. En tout cas, Sister Sarah, elle vous l'a déjà dit plusieurs fois ici, elle aime M. Tidiane Thiam, son cool, sa personnalité, son élégance politique. Même quand il critique les gens, on a l'impression qu'il n'a pas d'os dans sa bouche. Il y va tranquillement, hein, avec calme, comme il disait dans son discours. On va parler de ma nationalité, hein, vraiment, mais calmement, quoi. Vous voyez ce monsieur, quelqu'un qui a vécu avec Houphouët-Boigny, il ne peut pas être sauvage, comme les gens qui ont vécu parmi les Dozo. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a roulé dans la limousine de Houphouët-Boigny pour aller à Yamoussoukro, que certains n'y croient pas. C'est leur problème. Mais pour nous qui sommes de la Côte d'Ivoire, nous qui connaissons la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, nous savons que c'est une histoire vraie. Alors, quelqu'un comme ça, même quand il veut, il n'arrive pas à descendre dans la poubelle du RHDP. Il n'y arrive pas. Et Dieu merci qu'il ne peut pas y arriver parce qu'il est trop élevé pour descendre au milieu de la racaille qui se trouve dans la basse-cour du RHDP. Cette racaille maudite qui vend son destin à cause de quelques miettes, 1 million par mois, et les gens sont heureux parce qu'on leur donne 2 000 $ par mois, hein, et ils sont riches, ils pensent qu'ils sont riches parce qu'ils ont de l'argent maudit. L'argent sur lequel le sang des Ivoiriens a coulé. L'argent dans les mains de M. Ouattara est un argent ensanglanté. On a tué les Ouai à l'ouest, on a tué les Baoulés au centre, on a tué tous les Ivoiriens qui étaient au nord, qui étaient de l'ouest. On est allé chez les Bétés, on a tué nos parents Bétés, on a tué chez les Atiers, on a tué les Ivoiriens pour être sur un trône ensanglanté, pour toucher de l'argent ensanglanté. Et tous ceux qui mangent cet argent, croyez-moi, ils meurent mal. C'est la réalité. Alors, ceux qui sont en train de manger cet argent et qui rigolent joyeux, mais sachez que votre destin n'est pas loin. Sachez que quand on mange l'argent maudit de M. Alassane Ouattara, hein, parce que cet argent aujourd'hui est taché du sang des Ivoiriens, taché du sang de Kofi Toussaint, dont on a pris la tête pour jouer au ballon, il est taché du sang des 3 000 ouais
qu'on a tués en 24 heures, brûlés, jetés dans les puits. Le sang de cet argent-là va réclamer la vie de tous ceux qui le mangent, y compris M. Atu Banga, qui est assis là et qui ressemble à un malheureux, alors qu'on lui donne 1 million par mois, alors qu'il est professeur à l'université, alors qu'il dit qu'il est docteur d'État. Mais quand on le voit, il n'y a pas la vie, c'est la misère. On a l'argent, mais on est malheureux. Alors, écoutez, c'est très bien que le président Thiam ne descende pas dans la gadoue avec ces individus qui étaient pour certains d'anciens chauffeurs de Baka. Pardonnez-moi, je respecte les chauffeurs de Baka qui se respectent, mais ceux-ci qui ne sont jamais allés à l'école et à qui on a donné des postes où ils ne savent ni lire ni écrire et qui sont des directeurs, qui sont des patrons sur la tête de ceux qui ont étudié des nuits entières pour passer un concours, pour devenir commissaire, à qui on a enlevé leur poste pour les donner à des dozos, des gens qui se sont habillés dans des gris-gris. Allez demander aujourd'hui à Ouattao où sont passés ces gris-gris. Demandez à Ahmed Bakayoko tous les gris-gris qu'ils avaient autour de leur corps. Où est-ce qu'ils sont passés? Demandez à tous ceux qui sont morts. Amadou Gon, pour ceux qui sont RDR, ils savent que c'était un puissant Mogo. Il était le détenteur du masque de sa famille. Voici ce monsieur fébrile, mais qui, lorsqu'il partait à Korogo, pendant les manifestations de funérailles et que son masque sortait, il pouvait taper du pied sur le sol et il pouvait monter jusqu'à plus de 2 mètres et redescendre. Ce ne sont pas des histoires inventées, ils le savent. Mais il est où? Écoutez, seul Dieu a le dernier mot. Les hommes les plus puissants sont morts. Samori Touré a été arrêté comme un petit malfrat et il est mort. Croyez-moi, Mobutu, qui a acheté tous les fétiches de son pays parce qu'il ne voulait pas qu'un seul marabout féticheur soit plus fort que lui, a fini par fuir le pays comme un petit voleur. Alors, à bon entendeur, salut, je voudrais dire bonsoir à tous mes invités, tous mes panélistes, pour ceux qui sont là. Je voudrais vous dire bonsoir. Bonsoir, M. Adjaï. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant Jacques. Bonsoir, Jacques. Je n'ai pas souvent l'habitude de saluer Jacques, il faut que je le salue. Alors, Avant de lui dire au revoir, il faut le saluer, non? Bonsoir, Jacques. Bonsoir, M. Nso. J'espère que M. Nso est là. Oui, bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir à Voilà. tous les auditeurs. Merci. Je voudrais commencer avec vous, M. Nso. Ce soir, on parle de M. Tidiane Thiam. Vous connaissez ma position. C'est le seul actuellement en Côte d'Ivoire qui... Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, M. Merci. Monsieur. Bonsoir, M. Dougan. Merci beaucoup, M. On va parler de M. Tidiane Thiam. Je voudrais commencer avec M. Nso qui est un peu dans le secret des dieux du PDCI-RDA. Alors, je disais que M. Tidiane Thiam, nous le savons, est le seul qui n'a pas trempé dans la politique véreuse de la Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume est corrompu, M. Babou Laurent a été corrompu, M. Ouattara, n'en parlons pas. Lui, alors, c'est le top c'est le last, c'est-à-dire que lui, s'il y avait des grades, peut-être qu'il est agrégé dans le mensonge, la manipulation et dans toutes sortes de complots contre la Côte d'Ivoire, complots d'ailleurs qui ont été exercés sans aucune pitié. Et c'est normal, vous savez, M. Tidiane Thiam nous appelle ses frères, je ne le vois pas prendre des armes contre les Ivoiriens. Alors ce soir, nous voulons parler de la nationalité de M. Tidiane Thiam qui est en train de faire couler. Je voudrais d'abord que M. nous dise qu'en est-il à ce jour, parlant de la nationalité de M. Tidiane Thiam. Donc, non seulement la nationalité française, il a parlé de ça un peu quand il parlait avec le professeur M. Nso. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, sur ce plan, il y a beaucoup de choses qui se font, mais ce n'est pas communiqué, ce ne sont pas des choses qui sont publiques. Il y a un cercle très restreint qui est au fait des démarches. Et ce cercle-là, parmi ce cercle, certains sont allés un peu plus vite pour dire qu'il n'était que exclusivement ivoirien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aboutissement de la procédure, et étant donné que le bureau politique
a été fixé au 5 avril. Il est pratiquement certain, sinon tout au moins avant la convention, que le décret soit publié. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. L'empressement, par exemple, de Bion pour demander un bureau politique plus une convention pour que le PDCI connaisse tout son candidat, c'était dans ce sens-là. Puisque Bion, sa fiable, n'avait pas encore renoncé, ou bien le décret n'était pas encore sorti, et donc il aurait été handicapé de se trouver devant un bureau politique. Et maintenant que la chose est publique, bon, on attend la décision donc de la France, et cette décision-là, la rénonciation, équivaut au fait que Thiam soit ivoirien. Parce qu'on ne peut pas accepter une renonciation pour faire de quelqu'un un apatride. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens du RDR ou bien des officines de ce parti qui veulent faire croire que Thiam devrait introduire une autre demande pour réintégrer la nationalité ivoirienne, ce qui n'a pas lieu d'être, étant donné qu'il était ivoirien d'origine. On ne perd une nationalité qu'après la publication des décrets. Et je ne sais pas si... Est-ce que vous pensez que le gouvernement français pourrait être manipulé par M. Ouattara pour retarder le processus de cette renonciation? Je ne pense pas que le gouvernement français fasse quelque chose d'homogène, monolithique, avec une seule décision. Thiam a commencé la démarche en France. L'ambassadeur de France peut avoir des acquaintances avec le couple Ouattara, mais il n'est qu'un ambassadeur. Et la procédure lui échappe rapidement. Il y a un temps de traitement du dossier au niveau d'Abidjan. Il y a un temps pour le transférer au service compétent et que la procédure suive son cours. Donc, on ne peut pas penser un seul instant que toute la France puisse retarder le processus. Il y a jusqu'à la convention pour que les choses se fassent. Et la France elle-même sait, je pense qu'elle devrait y songer. La raison pour laquelle elle a perdu les pays de l'AES, ça ne peut pas se répéter en Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'âge de M. Ouattara, si un pays se trompe pour soutenir M. Ouattara comme Sarkozy l'a fait en 2011, ce pays-là lui-même se tire une balle dans le pied parce que déjà, le PPACI et tout ce qui est Gbagbo est devenu anti-français par nécessité ou bien par réaction. Et aujourd'hui, vu la popularité de Thiam, vu ce qui se passe sur le terrain, on le sent, il y a un engouement de plus en plus fort pour lui. Personne ne voudra prendre le risque de mettre à dos ceux qui sont favorables à la candidature de Thiam. Alors, je pense que c'est plutôt dans le sens de la transparence que les choses vont aller. Est-ce que vous, au PDCI, vous pressentez, vous voyez déjà entre les lignes des tentatives du RHDP de créer des problèmes, même si M. Thiam conclut son dossier avec la France et qu'il renonce? Est-ce que vous attendez à des rebondissements, en fait, en Côte d'Ivoire? Bon. Alors, à tous les niveaux PDC, ils sont conscients. Quand Thiam fait ses discours, il est dit. Quand il dit le parti des basses manœuvres, il s'agit de cela. Et déjà, vendredi, avant le meeting de la société civile à Yopougon, le bruit a couru, il y aurait des perturbations. C'était pour de l'intimidation, sans doute. Mais le PDCI n'a pas fléchi. Ils ont dit que toutes les conditions de sécurité étaient prises et que le meeting aurait lieu. Mais les intimidations ne vont pas cesser. Et les basses manœuvres vont continuer. Ben, tout est question de rapport de force. Et en même temps que le RDR tente
d'intimider. On sent que le RDR n'a pas la carrure qu'il avait en 2015 ou 2020. Et on doit se rendre compte que l'audience, la réputation, ou bien tout ce qui est favorable à Ouattara ne fait que baisser. Et lui-même annoncer sa candidature, ou bien y renoncer, il est en train de toujours tâter le terrain, retarder au maximum, prendre des précautions, parce qu'il ne sait pas comment est-ce que cela va se jouer dans l'opinion et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour contrôler la population. Donc, il y a des choses dans les deux sens. On fait de l'intimidation, mais je pense que là, en ce moment, ce qui se passe, il y a la confiance qui ne fait que grandir du côté des partisans de Thiam. D'accord. Alors, avant de revenir vers vous, je vais permettre à M. Adjei et à M. Dougan de dire quelque chose sur cet aspect avant qu'on passe à un autre segment. Alors, M. Kwasi Dougan, bonsoir, vous êtes là? Vous êtes en mute, hein? On ne vous entend pas. D'accord. M. Adjei? Oui. Oui, alors, vous voulez dire quelque chose rapidement sur le segment de la nationalité de M. Tidjane Thiam? Bon, moi, je sais que Tidjane Thiam, selon ce que les gens disent, il a la nationalité française. Comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde peut avoir une autre nationalité pour diverses raisons. Mais en tant qu'intellectuel, tu sais que obliger occuper certaines positions dans ton pays, tu es obligé de renoncer à cette nationalité étrangère. Et ça, tu le fait. Et donc, pour moi, ce n'est pas un débat. Il va s'arranger pour régler ce problème. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que quand vous regardez son comportement, ça vous dit que les Ivoiriens ont un comportement qui saute à l'œil. Un comportement donc pacifique, intellectuel, intelligent, un homme de paix. On n'est pas dans une histoire de machette, une histoire de violence, de rébellion, comme ce qu'on voit à l'autre côté de RHDP, des menaces, les poursuites judiciaires à ne pas en finir. Donc vous voyez là que le comportement dit tout. Quand vous regardez les agissements de Ouattara, vous pouvez comprendre que c'est un apatride. Il n'a même pas le caractère d'un Ivoirien. Donc, pour moi, le cas de Thiam, pour moi, c'est un non-événement parce que c'est un intellectuel, il va régler ce problème-là. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, d'ailleurs, il a précisé quand il parlait aux enseignants que la question de sa nationalité avait été posée par les partis avant même qu'on ne lui permette d'être président. On lui avait demandé s'il était prêt à renoncer et il a dit qu'il était prêt. Donc, je peux vous poser une question à M. Chaud? Bien sûr. Bien. Merci, Sister Sarah. Merci, M. Chaud, pour ce développement. Et il nous a dit, il a répondu à Banga que le problème s'est posé au moment où il présentait sa candidature pour être président du PDCI-RDA. C'est-à-dire décembre 2023, décembre 2024, ça faisait 1 an. Alors, moi, la question que je veux savoir, à quand il a décidé de manière administrative et officielle renoncer à la candidature, non, à la nationalité française? Depuis quand? Parce que si ce qu'il dit, le problème a été posé en décembre 2023, avant d'aller à chose, si c'est depuis 2023 qu'il avait déposé, qu'il avait entamé les démarches officielles et administratives
quand même, la France ne peut pas garder jusqu'à 1 an, plus de 1 an avant de répondre. Maintenant, si lui-même, en venant en Côte d'Ivoire, il avait dans l'esprit de briguer le poste de la présidence, il doit savoir au moins que la Constitution lui demande d'être exclusivement ivoirien. Alors, pourquoi il ne s'est pas pris si tôt? Et ce débat n'allait même pas être là aujourd'hui. Monsieur Ncho, depuis quand il a mené l'action officielle administrative pour la renonciation de la nationalité française? Merci. Non, je ne suis pas du tout qualifié pour avoir toutes les informations concernant la procédure, l'entame de la procédure, donc je ne peux pas vous répondre exactement. Sinon, OK. Merci, Monsieur Ncho. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime la politique. C'est la seule activité que je sais mener. Je ne sais pas jouer au football en tant que garçon de bon âge. Je n'ai jamais joué au football. Je n'ai jamais pratiqué aucun sport. La politique, c'est mon sport. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. Parce que tout acte que vous posez en politique, tout ce que vous dites en politique va vous rattraper un jour. Aujourd'hui, le problème de la nationalité de M. Thiam, ça me fait rire. Aujourd'hui, M. Thiam, petit-fils de Houphouët-Boigny, que tout le monde sait, est en train de payer les erreurs de son grand-père. C'est simple. Il est en train de payer les erreurs de son grand-père. Houphouët-Boigny, dans toute son intelligence, qu'on lui vouait, et allait soulever un étranger de père et de mère votique pour venir nous imposer Draman Ouattara. Lorsque le FPI a commencé à dénoncer pour la première fois à la conférence de presse, est-ce que je ne sais pas si c'est la conférence de presse, du 2 novembre 1992, où pour la première fois, M. Lakmé a pointé du doigt la nationalité de Draman Ouattara, Houphouët-Boigny est venu se justifier pour nous présenter que ce Burkinabé était un Ivoirien. Oui. Et Fologo s'en est suivi pour venir nous dire là tous les papiers ivoiriens de Draman Ouattara dans sa mallette. Aujourd'hui, c'est ce Votaïque-là qui est en train de traiter son propre petit-fils d'étranger. Mais le président Houphouët-Boigny, en 1984. En 1984, dans sa conférence, il nous a dit, dans une conférence de presse, il nous a dit, et il nous a parlé de ses petits-neveux, qui sont là, les Thiam. Il nous a parlé ouvertement. Donc, sa maman est une Ivoirienne. La nationalité ivoirienne, vous êtes nationalité ivoirienne dès l'instant où vous pouvez justifier rien. C'est-à-dire, même si tu as un bien grand qui fut ivoirien, qui fut ivoirienne, pour que ton grand-père, que ton arrière-grand-père qui est ivoirien, mais ta grand-mère ivoirienne, elle est mariée étranger, et que cet étranger allait marier étranger, que cet étranger allait marier étranger. Mais toi, le fait de justifier que ton arrière-grand-mère est ivoirienne, tu as la nationalité ivoirienne. Monsieur Thiam, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est un faux débat. Mais vous avez écouté Monsieur Seredo, quand il a soulevé ce problème. Mais vous avez entendu, ce sont les RHDP eux-mêmes qui ont
qui sont allés vite éteindre le feu. Qui sont allés vite éteindre le feu parce que continuer, mais tout le secret de Draman allait sortir. Donc, pour éteindre, pour ne pas que le secret de Draman sorte, eux-mêmes justifier leur propre chose. Mais M. Seredo, il a fait ça de manière très consciente. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Monsieur, comment s'appelle, Thiam est ivoirien de mère. Son père est nationalité française parce qu'à cette époque, tous les Ivoiriens, tous les Africains étaient français. Il y avait le code de l'indigénat et il y avait ceux qui, dans le code d'indigénat, il y avait ceux qui étaient considérés comme capables d'avoir la nationalité française. Et son père était français. Donc, M. Thiam, nationalité française, de par son père, non comment s'appelle, par naturalisation. Et de deux, ce qui est la chose la plus importante, M. Thiam ne s'est jamais prévalu de la nationalité française pour exercer au nom de la France. Jamais au nom de la France. Il a exercé une fonction, une attribution de quoi que ce soit. Non. Mais moi, ce qui me touche un peu, c'est que dès qu'il a eu le mot, il a eu l'instinct d'être candidat à la présidence, il devait déjà déposer ce dossier et ce débat était clos. Merci. 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 Alors, vous savez que le problème, c'est pour ça tout à l'heure dans mon introduction, j'ai parlé de l'abusé qui devient abuseur. Monsieur Alassane Ouattara, qui était de nationalité voltaïque, quand il venait ici aux États-Unis, a pris la nationalité américaine en se mariant à l'américano-jamaïcaine qui lui a donné les papiers. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y a beaucoup d'ignorants autour de M. Ouattara, mais quand il vivait ici, il fallait bien que M. Ouattara fasse sa mue et qu'il ait les papiers américains pour pouvoir s'en sortir. Donc, il prend la nationalité américaine aux États-Unis. Ensuite, il arrive en Côte d'Ivoire, il prend la nationalité ivoirienne. Il est président de Côte d'Ivoire, ça fait bientôt 20 ans, et cela ne gêne pas les autres. Monsieur Ncho, moi, ce que je voudrais vous demander, quelle est la version officielle au sein de votre parti sur la nationalité de M. Tidjane Thiam? Je vais expliquer pourquoi je vous pose cette question. Vous savez, quand M. Ouattara a commencé la politique dans les années fin 90, il n'a pas eu la force de donner la vraie version de l'identité de M. Ouattara. Et voilà pourquoi ça a entraîné tout ce qu'on a vu là. Parce qu'on n'a pas présenté M. Ouattara tel qu'il était. Il n'est pas venu dire aux Ivoiriens, oui, je reconnais, je ne suis pas ivoirien d'origine ou bien j'étais burkinabé avant, voltaïque avant de devenir aujourd'hui ivoirien. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je réclame mon identité ivoirienne, j'ai renoncé. Ça aurait tellement, comme M. Thiam est en train de le faire aujourd'hui. Au sein de votre parti, quelle est la version que tous les militants doivent tenir quand il s'agit de la nationalité de M. Tidjane Thiam, M. Ncho? Bon, avant de répondre à la question, ou bien je vais d'abord le dire, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Thiam a la double nationalité. Il a toujours été ivoirien, il a exercé, au moins il a un passé en Côte d'Ivoire. Et comme il l'a rappelé, il a passé le bac en Côte d'Ivoire. Et quand il passait à Polytechnique, il était bien ivoirien. Quand il est revenu pour travailler au BNET, ministre du Plan, il était bien ivoirien. Et c'est à Polytechnique qu'il a suivi la procédure pour bénéficier de la nationalité de son père afin de passer le concours français à Polytechnique. Sinon, il le dit, quand il a voulu être président, le comité électoral du PDCI le savait, lui a posé la question. Donc, il n'y a pas d'histoire à refaire concernant la double nationalité de Tidjane Thiam. Donc, là, en fait, la version officielle, elle est simple. Il est allé en France, il a pris la nationalité française de son père, ce que nous faisons tous d'ailleurs, parce que nous voulons avoir les facilités des ressortissants du pays dans lequel nous nous trouvons. Ce que M. Ouattara a fait quand il est arrivé aux États-Unis,
il est rentré dans le circuit, il a épousé une Américaine. Ce que beaucoup d'entre nous ont fait pour avoir nos papiers, comme on dit ici. Donc, c'est ce que M. Thiam a fait, mais il est toujours libre de renoncer à cette nationalité et c'est ce qui est en cours actuellement. Voilà un peu la version officielle. C'est ce qui est en cours. Voilà. Je voudrais permettre à Jacques... Non, une minute. Par rapport à la procédure, ce qui s'est passé à l'ambassade de France, c'est la fin de la procédure. Ce n'est pas le début. Parce que ça a déjà été entamé plusieurs mois auparavant. Et donc maintenant, par son lieu de résidence, il doit déposer l'étape finale. Et donc, cette étape finale va suivre une certaine procédure jusqu'à la publication du décret. Maintenant, il y a aussi autre chose que M. Douga a abordé. Le président Okoye n'a pas choisi M. Ouattara. Bon, ça c'est un autre débat. Moi, je pense qu'on va rester sur Thiam parce que ça, c'est un autre débat qui va nous amener très loin. Hein. La présence de M. Ouattara en Côte d'Ivoire avec Okoye qui a été forcé, ça va nous amener très loin. Je voudrais permettre à Jacques de faire son point. Et puis, quand il aura fini de faire son point, on reviendra pour continuer le débat, si ça ne vous gêne pas. Alors, Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sarah. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Jacques. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, merci beaucoup. Le petit point que j'avais voulu faire, c'est par rapport à l'interrogation de M. Kwasi Dougan. Je profite même pour vous dire bonsoir et puis à M. Dougan, Ncho et tous ceux qui sont donc à l'écoute, qui sont de plus en plus nombreux, surtout après les émissions sur Facebook et autres. Alors, ce que je voulais certainement dire, M. Thiam, il ne s'est jamais réellement débarrassé de la nationalité ivoirienne. J'ai suivi M. Thiam dans des interviews où il réclamait toujours la nationalité ivoirienne et où il était toujours fier de parler donc de son passage en tant que ministre du plan au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Mais la question de M. Dougan, c'est une question pertinente. Mais ce que nous devons savoir, Thiam, c'est un homme d'affaires et il a certainement beaucoup calculé. Et il s'est dit certainement que la Constitution est claire. La Constitution ne demande pas à M. Ncho, à M. Dougan, quand est-ce que vous avez renoncé à la nationalité? La Constitution nous dit, le jour du dépôt de votre dossier, il faudrait que vous soyez exclusivement de nationalité ivoirienne. Donc, pour moi, ce que je me dis, étant donné que peut-être qu'il avait d'autres engagements et autres choses, la nationalité française qu'il avait peut-être pouvait faciliter certaines choses, je ne sais pas. Mais je me dis que tout cela se faisait par négociation. Il a été clair. La procédure avait déjà été entamée. Des explications et des explications parce que les Français ne voulaient pas laisser partir Thiam, en guillemets. Ils avaient donc regretté même de n'avoir même pas conservé Thiam en France. Ils faisaient partie, comme eux-mêmes le disent, des meilleurs cadres qu'ils ont laissés partir. L'Angleterre voulait que Thiam ait la nationalité anglaise. La Suisse aussi, même les États-Unis, puisqu'il était aussi marié à une Américaine. Voilà, une Américaine. Donc, dans tout ça, il s'est dit, bon voilà, je fais mes calculs, je négocie avec les autorités françaises et tout ça. Et une fois qu'on m'accorde, on me donne le OK, quand je serai prêt, bon, je vais déposer la nationalité pour qu'on finalise ça, pour que je puisse déposer mes dossiers. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ça peut certainement créer des spéculations, des débats, mais c'est ce qu'il a fait. Et en plus, ce qui a créé donc la confusion, comme le disait tout à l'heure M. Ncho, c'est la fin de la procédure. L'ambassade donc de France en Côte d'Ivoire ne joue le rôle seulement qu'une boîte à lettres. On finit tout, on dépose au niveau de l'ambassade de France et puis la procédure suit son cours du côté donc de Paris. Mais le dossier a été déposé et il y a eu une fuite. La fuite est arrivée directement du côté des autorités ivoiriennes parce que ceux qui ne le savent pas, l'ambassadeur donc de France, il est le plus RDR, même des RDR, vous comprenez, est très proche même du couple présidentiel. Le dossier a fuité, ils ont balancé aux autorités et les autorités ont balancé à la presse. Et le plus, j'allais dire, articulé et j'allais dire zélé était donc Arthur Banga, à qui on a remis le dossier à l'émission afin de créer donc la confusion et de donner l'impression que M. Thiam est accroché à son passeport français, qu'il ne voulait pas du tout s'en débarrasser, vous comprenez.
Voilà ce qui a créé un peu donc la confusion. Sinon, quand il déposait ce dossier, d'abord, ceux qui ne le savent pas, c'est que il y a eu d'abord un premier rendez-vous. C'était donc en décembre 2024, qui devait donc se rendre à l'ambassade de France. Ça a été avorté. Et le rendez-vous a encore été pris donc en janvier. En janvier, ça a été encore avorté. Et le dernier rendez-vous, c'était donc le 7 février. Mais avant le 7 février, le 2, ils ont fait fuiter donc l'information. Voilà ce qui a créé un peu une confusion, qui a donné l'impression à certaines personnes que M. Thiam ne voulait pas du tout se débarrasser de sa nationalité française. Voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. Oui, merci Jacques. D'ailleurs, dans le cas de M. Thiam, il n'a pas caché sa double nationalité. Contrairement à M. Alassane Ouattara, qui lui a voulu effacer d'un bâton magique tout un passé de plus de 50 ans, qui a voulu faire croire aux Ivoiriens que non, je suis venu ici, j'ai fréquenté ici, on n'a jamais vu aucun camarade de classe de M. Ouattara. Comme disait M. Thiam, j'ai fait le lycée classique, mes amis de classe sont là. Donc, M. Thiam, au moins, il sort avec, et ça doit être un atout pour lui. Il faut que M. Thiam ait le courage de dire aux Ivoiriens, écoutez, j'ai fait ce que tous les membres de la diaspora font. Quand on va à l'étranger, on veut avoir des papiers pour avoir une meilleure vie, pour être légal, pour finir nos études, pour revenir servir notre pays. C'est ce que nous tous on a fait. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Mais quand je reviens, je renonce maintenant à cette nationalité parce que je veux servir mon pays de façon exclusive. Je pense personnellement que c'est un atout. Contrairement à ce que le RHDP veut faire croire, on espère que le PDCI pourra saisir cette balle au rebond pour en faire une arme dangereuse contre M. Ouattara, pour montrer aux Ivoiriens que Thiam est clair, il est sincère, il est véridique avec les Ivoiriens. Il ne cache pas le fait qu'il ait profité d'une autre nationalité. Contrairement à M. Ouattara qui, en 2000, je vous le rappelle, voulait aller contre la clause qui disait ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité et donc il allait s'établir un certificat de nationalité à Dimokro. Nous connaissons la suite de l'histoire. Voilà. Merci, Jacques. Merci. Monsieur Nso, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Je sais que tout à l'heure, vous avez voulu répondre à M. Douga sur l'histoire de M. Fouad-Boigny et je sais que M. Douga va vous répondre pour dire que c'est au point qui nous l'a amené. Je pense que c'est un épiphénomène, on pourra en parler une autre fois. On pourra en parler une autre fois. Oui. D'accord. Voilà. Alors. Sinon, au moment où M. Ouattara venait, le président Fouet était sur les genoux. Il avait capitulé, il ne pouvait pas choisir. Il était vieux, il était fatigué, il était coincé, c'était tout à fait normal. Alors, l'autre question que Monsieur Adjei, vous voulez dire quelque chose sur tout ce qu'on a dit là, avant que je pose ma prochaine question à Monsieur Ncho? Non, comme je l'ai dit, avec Thiam, il n'y a aucun problème. Vous savez, pourquoi le RHDP appuie sur le problème de nationalité de Thiam? Parce que Ouattara lui-même n'a pas renoncé à certaines nationalités. Il est dans la confusion. Et comme c'est quelqu'un qui est flou, il veut se faire passer pour un Ivoirien qui n'est pas. Donc, ça va fouiller dans les ordures pour pouvoir essayer à recaler Thiam. Lui, Ouattara est très ambigu. Il a trop de problèmes. Mais tout cela va sortir un jour. Pour le moment, on le laisse faire, mais tout va sortir un jour. Il est flou, ce gars-là. Oui, Sister Sarah. Oui, allez-y, avant que je pose ma prochaine question à Christophe. Oui, le problème de la nationalité de Draman Ouattara, il faut le dire honnêtement, nous avions eu, comment ça s'appelle, des gouvernements faibles, des gouvernements à la très faible. Le gouvernement de Bédié et le gouvernement de Gbagbo, ils ont été irresponsables pour gérer le problème du Draman Ouattara. Moi, je ne comprends pas une chose. Qu'une nationalité d'un individu divise un pays et envoie une guerre
dans le pays qui a coûté 60 000 morts, parce que ça, ce sont les chiffres de la CDVR, 60 000 morts. On se focalise sur les 3 000 morts de, comment ça s'appelle, de la crise post-électorale, mais et avant. Donc, ils ont été très faibles, ils ont manqué d'autorité, ils ont manqué de sagesse et d'intelligence même pour résoudre le problème de Dramane Ouattara. Moi, je pose une seule question à Dramane. Dramane Ouattara dit qu'il est né à Dimbokro, il a un an de naissance établi à Dimbokro. Je suis entièrement d'accord. Mais comment se fait que lui, il arrive aux États-Unis et il ne présente pas cet acte de naissance? Il présente un autre acte de naissance où il serait né au Burkina et c'est avec ça qu'il y a tout sur son dossier. Scolairement, il a fouillé des dossiers de Dramane Ouattara en 1994. Depuis 1994. Comment expliquer ça? Mais nous avons des gouvernements faibles et Kona Bédié, Laurent Gbagbo sont responsables de tous les désastres que la Côte d'Ivoire a connus. Je vous remercie. D'accord, Merci. Merci. Moi, quelques Ivoiriens qui reconnaissent que M. Laurent Gbagbo a fait des erreurs pendant son parcours politique, contrairement à ceux qui pensent qu'il est sans tâche, mais nous savons que je ne dois rien à personne. Oui, je ne dois rien à personne. Comme action, nous le payons aujourd'hui et nous le payons lourdement d'ailleurs avec M. Alassane Dramane Ouattara qui est en train de conduire la Côte d'Ivoire dans un gouffre avec des dettes incroyables et qui même a l'audace de demander à la population de l'aider en cotisant 400 milliards de francs CFA pour éponger une soi-disant dette. Alors, Monsieur Ncho, quand on parle de... Voilà, oui. Alors, quand on parle de Tidiane Thiam et du PDCI, est-ce que le parti est complètement uni autour de lui? Parce qu'on a vu la sortie de monsieur Jean-Luc Billon et nous savons que Jean-Luc Billon n'est pas seul dans cette affaire, dans cette tentative de coup d'État avant les élections présidentielles pour le poste, pour la candidature. Est-ce que M. Jean-Luc Billon donc, et son groupe se sont ralliés et comment est-ce que la base voit cette attitude? C'est-à-dire que quand vous êtes dans le parti, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que le parti est uni derrière M. Thiam ou bien alors cette division-là peut créer des problèmes en octobre 2025? Pour parler de Jean-Luc Billon et de cette tentative, il est évident qu'il n'a pas la majorité et qu'il ne pourra pas l'emporter à la convention. L'handicap que Thiam avait, c'était la question de la double nationalité. Il s'agit pour lui de la régler et puis d'avancer. Et vu les événements qui se passent, la majorité des militants du PDC aspirent à retourner à la présidence. Et de façon indéniable, c'est Thiam le meilleur cheval pour le PDCI. De par son profil, parce qu'on ne le dit pas assez, mais Thiam est descendu dans le dos de M. Ouattara. En termes de profil déjà, M. Ouattara a perdu l'argument économique. En termes de religion, on ne peut plus jouer, faire dire que les musulmans devraient rester solidaires face aux gens du Sud. Et en termes donc d'origine du père, on sait qu'en 2010, il y a beaucoup de populations de l'AES qui ont été donc ajoutées à la liste électorale. Aujourd'hui, avant l'arrivée de M. Thiam, M. Ouattara s'est brouillé avec les pays de l'AES. Donc, naturellement, il a le profil pour prendre beaucoup de voix au RDR que quelqu'un d'autre ne le ferait. Et Thiam s'appuie aussi sur un groupe ethnique dans le centre, ce qui n'est pas le possible pour M. Billon qui est chrétien et qui est du nord, d'une région où le RDR a déjà le monopole. Maintenant, est-ce que M. Billon peut rivaliser avec Thiam sur le plan de la compétence économique? En fait, c'est beaucoup de choses qu'ils font. Et
On le sait, ce groupe-là ne compte que sur une tutelle de l'exécutif sur le PDCI en cas de procédure judiciaire. Ben, en 2018, lorsque le PDCI avait refusé d'intégrer le RHDP, il y a un militant qui avait déjà essayé de mettre le PDCI sous tutelle. Et bon, ce sont des choses qui confortent donc la position de Thiam parce que de façon visible, c'est lui qui peut garantir l'indépendance du PDCI, ça me suit. Donc, de façon indirecte, on ne fait que conforter sa position. Et ce qu'il vient de démontrer avec, ce n'est pas le PDCI qui a organisé samedi, c'est la société civile. Donc, sur le plan électoral, c'est un terme qu'on appelle l'électabilité. Il a son électorat au PDCI et il est capable d'aller chercher des électeurs ailleurs. Ce qu'aucun Billon ne peut même pas s'imaginer, parce qu'il avait essayé la place CPN. On raconte que ce sont les électeurs, ceux qui étaient partis au meeting de M. Gbagbo à Marcory, qui ont été transportés gratuitement à Yopougon et à qui on a remis de l'argent pour assister au meeting de Billon, qui lui, il attendait dans un maquis pendant que, on mettait les gens en place. Donc, alors, parlons justement des gens de M. Gbagbo. Il y a quand même une petite tendance sournoise en sourdine qui est en train de se mettre en place. Et personnellement, je l'ai constaté en parlant avec beaucoup de personnes qui se réclament du PPACI. On a l'impression que le PPACI s'apprête à jouer aussi la carte de l'ivoirité contre M. Tidiane Thiam, bien que la semaine dernière, on a vu les parlementaires PPACI et PDCI ensemble. Mais quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que le PPACI est un parti dont il faut se méfier? Ce n'est pas forcément en ces termes-là que la chose va se poser. Un parti politique, ce n'est pas un bloc monolithique. Même Seredo, c'est un ancien du PPACI qui a viré au RHDP. Donc, c'est une idéologie de l'autochtonie au sein du PPACI. Cette idéologie-là, forcément, va jouer à un moment ou à un autre. Mais l'essentiel pour le PDC, c'est de rester concentré sur l'unité et même dans l'éventualité d'un second tour pour amener les gens du PPACI à choisir le moins mauvais. Et eux, ils le diront toujours. Thiam n'a pas les mains tachées, il n'est pas lié à des malversations et donc forcément, au second tour, il est le meilleur candidat. Ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est la finalité au soir du deuxième tour. Sinon, les arguments ivoiritaires ou bien les arguments de l'autochtonie, comme on le dirait, ils sont connus, mais une élection présidentielle se gagne surtout sur le thème de l'économie. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer le quotidien de la population? Et sur ce plan-là, bon, le programme de Thiam, il est toujours en négociation parce que il a tranché par rapport à Ouattara. Ce n'est pas Thiam solution. Ce sont des idées qu'on met ensemble. Il y a pratiquement 1000 personnes au sein du PDCI qui sont concernées par la rédaction, les propositions, et lui sera chargé de conduire l'exécution du programme. Il a choisi les thèmes, les contenus sont en train d'être ajoutés, et ce sont donc des négociations qui vont permettre d'avoir quelque chose qu'il va présenter. Et pour la convention déjà, le programme sera connu. Ce qui est dit, c'est que pour l'instant, il ne faut pas de plagiat, donc il ne faut pas faire connaître le programme dans les détails. Pour la convention, le candidat va présenter son programme. Et à ce moment-là, il sera connu. D'accord. Merci. Alors, je voudrais aller vers M. Kwasi Noura. M. Kwasi Noura, vous êtes là? Si c'est ce que je peux... Oui, je suis là, j'étais mute. Oui. Voilà, allez-y pour
voilà, par rapport à ce que nous venons de débattre, la toute dernière question avec le PPACI? Non, le PPACI ne peut pas s'hasarder à critiquer la politique de Draman Ouattara, sinon nous-mêmes on va abattre. On est PPACI, hein? Mais cette année-là, cette élection de 2025, il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le parti politique qui va s'amuser à faire ce qu'ils ont eu toujours l'habitude de faire et Adjara est venu pousser sur l'arbre. Vous savez, en brousse, il y a un type de branches qui poussent sur les autres arbres. Ça veut dire que tu vois un oranger, on connaît les feux d'oranger, et vous voyez qu'il y a une branche qui se pousse de manière anormale sur l'oranger. Elle n'a pas les feux d'oranger ni les piquants d'oranger. Donc cette année-là, le parti politique qui va s'amuser à torpiller l'opposition pour faire plage à Draman Ouattara, non. Je vous dis que les Ivoiriens sont décidés. Et je dis au PDCI, n'ayez pas peur, ni au PPACI, n'ayez pas peur d'aller faire vos meetings. Aujourd'hui, en 2025, où on est là, aucun comment s'appelle, les criminels de Draman Ouattara ne peuvent pas venir perturber un meeting comme ils l'ont fait au FPI avec Afi N'Guessan. Ils ne peuvent plus le faire. Donc, soyez sereins, allez-y. Monsieur, comment s'appelle Billon, c'est une pierre jetée dans l'eau, c'est tout. Il ne faut même pas s'inquiéter de ça. Ça ne peut même pas, il ne peut même pas prendre 1% de l'électorat du PDCI. Il faut que je vous le dise ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, la scission au sein du PDCI n'aura pas lieu. D'ailleurs, non, il n'aura pas lieu. Sa capacité à gérer les crises internes. Non, moi, j'ai dit laisser Billon qui se retrouve dehors. Laisser Billon n'a qu'à faire son chemin. Faut même pas. Plus vous allez, comment s'appelle, le ramener à l'ordre, il faut lui donner de poids. Monsieur Billon, c'est le pion de Draman pour déstabiliser le PDCI. Laissez-le, il n'a qu'à faire son chemin. On s'en va à la convention. Nous, on a eu un homme nouveau. Et on est content qu'il ne s'est pas mêlé dans toutes ces canailles que la Côte d'Ivoire a connues. C'est lui-là que nous on va voter. Et c'est lui qui va se mettre à travers lui, à travers son chemin, il aura le repos éternel. Ça, on ne va pas s'amuser en 2025. Ok. Merci. Merci. Donc, le ralliement sera automatique. D'ailleurs, le président Thiam disait qu'il faut qu'il y ait des votes massifs pour ne même pas qu'on soit obligé d'aller au second tour pour battre M. Ouattara. J'ai entendu un monsieur qui parlait un peu plus tôt quand je regardais les vidéos et qui disait que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le choix. Le choix, il est fait. Beaucoup d'Ivoiriens sont prêts à virer derrière monsieur Thiam. Mais c'est une chose, je viens vers vous. Mais il se trouve que les Ivoiriens n'ont pas de pièce d'identité. Donc, quand vous avez 10 personnes qui ont reçu des cartes d'impôt pour voter, vous ne trouvez pas sur les 10 personnes, même 5 Ivoiriens. Ça veut donc dire qu'il y a le problème des pièces d'identité qui n'ont pas été libérées. Est-ce que le PDCI RDA a un plan par rapport à cela? D'abord, se permettre à tous vos militants d'avoir d'abord leur carte d'identité, ce sera un grand pas. Et puis ensuite, essayer de pousser le gouvernement pour que les cartes d'identité des gens soient libérées. Comme je le dis ici souvent, on a des frères et sœurs qui ont demandé cette carte, ça fait aujourd'hui 5 ans, 6 ans, ils ne l'ont jamais reçue. On leur raconte des histoires et puis ils sont à la maison, ils n'ont pas de pièces, ils ne pourront pas voter. Alors, monsieur Ncho. Alors, vous savez, tout ce qui est stratégie, ce n'est pas sur la place publique.
Et la RLE, il y a des négociations qui sont en cours, il y a des missions qui sont menées. La TEI a parlé de problèmes techniques et donc il y a des solutions techniques qui sont en train d'être proposées et il y a des financements qui seront trouvés. Et donc, les deux ensemble, si la TEI continue de refuser, il y a l'option du Conseil d'État parce que c'est une administration qui refuse donc d'appliquer quelque chose sur une base qui n'est pas réelle. Et il y a juste au mois de juin pour pouvoir donc arriver donc une solution qui permet de faire la révision de la liste électorale. Maintenant, il n'aura pas lieu parce que la CEI nous a déjà dit qu'elle n'a pas le temps matériel pour faire ce que oui, c'est ce que je dis. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps matériel parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. C'est ce qu'elle a dit. Et elle n'a pas dit. Elle a parlé de 25 milliards. 25 milliards qu'on lui donne chaque année. On est en diminution, la maman. Bon. Oui. Donc, tout ça, vous voyez que 2021, 2023, donc 27 milliards pour cette année, compte tenu de la présidentielle. Mais 2021, 2023, il y a eu des fonds qui ont été dégagés, mais qui n'ont pas servi. Et aujourd'hui, il y a une organisation qui vient de demander des éclaircissements à Québec. Ce qu'il faut comprendre dans cette stratégie, c'est que 2015-2020, il n'y avait pas de compétition. Et surtout 2020, c'est que le RDR-HDP qui était sur le terrain. Et il y a des partis politiques, surtout le PPACI par exemple, qui est très en retard parce qu'ils ont boycotté pendant longtemps. Et il y a d'autres qui n'ont pas eu le même engouement que maintenant. Et le RDR se rend compte, vu l'engouement, parce qu'il y avait 3 millions de demandes de certificats de nationalité. Il y a 900 000, 946 000 qui ont pu se faire enrôler. Et une semaine après la clôture, le PPICI avait déjà 120 000 certificats de nationalité qu'ils avaient pu récupérer à la fin de la clôture. Ils ont communiqué récemment, ils parlent de 250 000 de leurs militants ou bien de personnes qu'ils ont voulu qui sont prêts à figurer sur la liste. Oui, justement, est-ce que le PDCI est en train de le faire? Là, il ne s'agit pas de dévoiler vos stratégies, mais est-ce que le PDCI fait quelque chose dans ce sens-là? Parce que le système aura besoin des électeurs. Cela se fait, mais ça ne peut pas être tenu sur la place publique. Ce n'est pas tenu sur la place publique, ce n'est pas par des déclarations incendiaires. Dans tous les cas, la proposition est en cours. Vous avez vu qu'il y a le collaborateur de Québert, compte tenu de ses acquaintances avec Thiam, et aussi le fait qu'il ait démontré que c'était possible de faire la révision cette année, qui a été démis. Oui. Donc, il y a quand même du temps. Et il faut comprendre que l'argument de la CEI de dire qu'il peut faire en novembre ou décembre, c'est un argument Canada droit et un argument spécieux. Parce que la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on fasse en 2025, c'est parce qu'ils se rendent compte que l'avantage relatif qu'ils avaient, il est pratiquement comblé. Et eux, ils ont gagné sur des électorats de 37-40%. Pour la présidentielle, on voit jusqu'à 80%. Et s'ils refusent d'enrôler des électeurs maintenant, ce n'est pas en novembre ou décembre qu'ils vont le faire, parce qu'après la présidentielle, il y a aussi les législatives. Ils voudront donc garder cet avantage électoral qu'ils ont. Donc, c'est une stratégie à long terme et on va développer donc des éléments de langage pour essayer de justifier l'indéfendable. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Adjei? Oui. Oui, sur la question de Thiam par rapport au PPACI, je ne pense pas que le PPACI va s'aventurer sur cette voie-là. Le PPACI n'a rien à gagner à perdre son temps à
questionner la nationalité de Thiam. Thiam est ivoirien, point. Donc, je ne pense pas que le PPCI ait un problème avec ça. Néanmoins, un problème que je veux soulever, c'est Bion. Si jamais Ouattara est candidat et que l'opposition se met ensemble et tape sur la table, Bion peut facilement être assisté par Ouattara pour servir de KKB en 2025. Là, il faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas qu'on tombe dans le même piège. D'accord. Merci. Je voudrais préciser au frère Agui que KKB a annoncé qu'il était candidat. D'accord. Même en Mais tant c'est pas un qu'ambassadeur. problème. D'ailleurs, nous ne pensons pas que cette année, les partis politiques vont jouer la carte du boycott parce qu'ils se sont fait avoir déjà avec KKB sur la liste. Donc, KKB, s'il doit rester ambassadeur au Gabon, il a intérêt à être candidat. Parce que s'il n'est pas candidat, mais il ne sera plus ambassadeur. Tout le monde le sait, lui-même KKB le sait. Donc, mais c'est plutôt l'opposition qui ne devrait pas se faire avoir en jouant la carte de la colère pour dire, bon, vous n'avez pas fait ceci, donc nous, on boycotte les élections. Mais s'ils font ça, ils donnent carte grise, carte verte à M. Ouattara pour proclamer, déclarer son élection à la présidence. Voilà, sans problème. Monsieur Douga, vous voulez dire quelque chose sur cette dernière question? Oui, oui, merci. Moi, je suis un peu surpris qu'on continue de parler de révision de la liste électorale. Non, ce débat est terminé. Nous voulons une nouvelle CI. C'est tout. On ne peut pas aller aux élections avec cette CI-là, avec les machines, les tablettes traficotées pour aller à cette élection. Je vous dis que les élections de 2025, il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'amuser avec, pour aller aux élections avec un cuibé, avec cette comité électoral, avec cette... Non! On ne doit même pas parler de ça. On doit parler de, comment ça s'appelle, d'une nouvelle commission électorale indépendante. Point, barre à la ligne. Merci. D'accord. Merci, M. Douga. Peut-être que c'est un peu compliqué là maintenant parce que nous sommes déjà vers la fin, au milieu du mois de février. Déjà la CEI qui fait opposition même quand il s'agit de la révision de la liste qui est de façon constitutionnelle qui doit être faite chaque année. Déjà on nous parle de problèmes financiers, etc., de problèmes de temps. On nous dit qu'on doit publier la liste provisoire, permettre aux gens de rentrer dans le contentieux, corriger les noms, etc., etc. Donc, nous savons déjà que c'est une stratégie qui est en marche justement pour empêcher de nouvelles personnes à aller sur la liste. Donc, ça, quand on va finir de faire ça, ça veut donc dire que tous ceux qui sont devenus majeurs en 2025 ne seront pas sur cette liste et ceux qui sont morts ne seront pas ôtés et ceux qui viennent de se naturaliser ne pourront pas être mis sur cette liste, ou du moins, si c'est ce qui arrange M. Ouattara, certainement qu'on le fera en clando. On permettra aux gens de clandestinement d'aller s'inscrire sur les listes pour gonfler les listes pour M. Ouattara. Mais en tout cas, il est temps que l'opposition se retrouve avec des stratèges. Et c'est ça qui manque souvent à la Côte d'Ivoire, aux politiciens ivoiriens. Quand ils sont dans leur parti politique, ils se focalisent sur le parti. Mais pourtant, il faut trouver des hommes, des femmes qui sont là rien que pour réfléchir aux différents cas de figure, aux différentes situations et qui vont donner des solutions qui vont aider le parti. Actuellement, que faut-il faire? Si, par exemple, la CEI n'est pas changée, si M. Kubert est toujours là, comment contrecarrer la magouille? Ce sont des choses pour lesquelles les partis politiques doivent s'apprêter. Je sais que le PDCI, ils ont des grands politiciens, mais il faut qu'ils se trouvent des stratèges qui vont réfléchir avec des rencontres assez permanentes, qui vont réfléchir sur la situation
pour trouver des solutions pour permettre justement au PDCI de ne pas se faire avoir par le RHDP, qui est un parti qui est, nous le savons tous, prêt à tricher. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Hein. C'est important pour nous de savoir que M. Tidiane Thiam a renoncé à la nationalité française et que normalement, sa nationalité ne devrait pas poser de problème. D'ailleurs, nous sommes très fiers de lui pour le fait même qu'il soit sorti pour dire j'ai la nationalité française, je vais y renoncer, contrairement à M. Alassane Ouattara qui, lui, n'a jamais voulu dire quelque chose, ni sur sa nationalité voltaïque, ni sur sa nationalité américaine, mais qui s'est concentré sur la nationalité ivoirienne parce qu'il voulait être président. M. Tidiane Thiam veut être président, c'est vrai, mais il est sincère, il est véritable, il est honnête avec les Ivoiriens et c'est ce discours-là que les gens veulent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont grandi. Hein? Ceux qui étaient les enfants d'hier sont aujourd'hui des pères, c'était des grands-pères. Donc, M. Tidiane Thiam doit comprendre qu'il a en face de lui des personnes qui connaissent la différence entre le bien et le mal et il faut leur donner un message nouveau. Il faut leur donner la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité aux populations ivoiriennes et à leur faire comprendre qu'on sait quel est leur problème, mais voici ce que nous pensons, voici ce que nous voulons faire. Et il a commencé à le faire déjà avec la société civile, à Yopougon, avec la rencontre avec les enseignants. Puis d'après M. Ouattara, pour certains sont payés à 5 millions, hein, et puis 1 million, 2 millions, etc., des chiffres faramineux, pendant que ces mêmes professeurs nous appellent, nous autres ici, pour demander de l'argent. Je voudrais vous permettre de donner vos mots de la fin. Je vais commencer par M. Kwasi Dunga, ensuite M. Adjei, et puis on va finir avec M. Cho. Voilà, allez-y, M. Dunga. Oui, merci, Sarah, merci à tous les frères et sœurs et à tous ceux qui écoutent depuis très loin d'ici. Merci à commandant Jacques. Moi, c'est très simple. La situation est grave et il faut prendre le taureau par les cornes. Nous voulons une nouvelle commission électorale. Celle qui est là, c'est fourvoyée, elle n'est plus crédible. Il faut refonder complètement, reformer complètement cette commission électorale. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous ne sommes pas condamnés à faire les élections en octobre. Et si on met une nouvelle commission électorale indépendante, en 3 mois, on peut tout mettre de l'ordre pour les élections. Nous avons encore 8 mois, on a beaucoup de temps pour aller pour avoir une commission électorale crédible, une liste électorale crédible, des votants crédibles qui ont leurs actes de naissance, qui ont leur carte d'identité. Et puis, je vais vous dire une chose, si demain, on dit qu'il y a une commission électorale indépendante et qu'on doit tout reprendre, faire la carte d'identité, vous allez voir que les bureaux seront débordés. Tous les Ivoiriens iront pour faire leur carte d'identité et se faire réinscrire, pour se faire réinscrire ou bien s'inscrire. Merci. Merci, M. Dunga. M. Adjei. Oui, c'est Sarah. 2 petits points dans mon mot de fin. Le premier point, c'est que Oufo Boigny n'a jamais signé le certificat de nationalité de Dramane Ouattara. Je vous le dis. Le 2, il a connu, quand il a fait sa déclaration pour disqualifier Ouattara, c'est sur la base des différents certificats de essais de naissance frauduleux. Hein, comment une seule personne peut avoir 3 essais de naissance dans des pays différents. Donc, sa nationalité n'a jamais été signée. Mais comme c'est un bris, comme c'est le valet de la France, on l'a imposé à la Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui qu'il veut accuser Thiam de ne pas être ivoirien. Il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités pour mettre ce monsieur-là face au mur, parce que c'est un grand danger pour la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la CI, moi j'encourage l'opposition ivoirienne à laisser cette histoire de on va gagner les élections, mais de se définir et de déclarer la démission de Koulibaly Kibière. C'est quelqu'un
qui est spécialisé dans le faux, il fait du faux et on n'est plus prêt à jouer avec la vie des Ivoiriens. S'il ne veut pas faire la RLE, il est fort clos. On doit plutôt insister pour sa démission et puis on fait une nouvelle liste électorale, même si le 30 octobre passe, on peut toujours annoncer notre date pour faire nos élections. Les élections arrangent, c'est pour nous-mêmes. Même si la date passe, à supposer qu'il y a eu une grande inondation en Côte d'Ivoire le 30 octobre. Est-ce qu'on va avoir cette élection? Non. Donc, si les lois même de la Constitution ne sont pas respectées, mais pourquoi les gens veulent se mettre à cause au cou parce que c'est le 30 octobre qu'on va avoir une élection, donc on ne doit pas passer cette date-là. Il faut que les Ivoiriens sortent de ce schéma-là et mettre les vrais problèmes sur la table. On trouve des solutions idoines pour que les Ivoiriens ne vivent plus le cauchemar qu'on a vécu l'année passée. Bonsoir et à la prochaine. Merci, M. Chaud. Oui, comme mot de fin, il faut surtout rappeler que nous sommes en face d'un rapport de force et contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon, M. Ouattara n'a plus la même certitude qu'il a pu avoir il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Les choses vont avancer plus lentement. Il va avoir de nombreuses basses manœuvres, mais c'est dans la capacité de l'opposition à se mettre ensemble sur des éléments communs, par exemple la transparence électorale, le rôle des électeurs, parce que de octobre-novembre dernier, il y a beaucoup qui ont obtenu leur certificat de nationalité à la fin de la procédure. Et donc, ceux-là, on doit forcément les remettre dans le processus de façon qu'ils participent au vote. Il va y avoir d'autres manœuvres du RDR, mais concernant la CEI, dans la loi électorale, il est dit qu'on ne peut pas changer le bureau la dernière année s'il y a une élection qui intervient cette année-là. Donc, le mandat de Quibé prend fin en septembre, mais étant donné qu'il y a une élection en octobre, il est supposé qu'il ne soit pas changé. Mais on se trompe beaucoup lorsque on parle de cette commission. En fait, le problème, c'est le mode de transmission des résultats. Au Sénégal, au Ghana, c'est par bureau de vote. Et on n'a pas besoin de passer par les commissions locales, les commissions départementales. C'est là où il y a les tripatouilleurs qui modifient les résultats. Mais si chaque bureau de vote a les moyens de transférer directement son résultat à la commission centrale, Quibé ou bien un autre, ils n'ont aucune utilité par rapport à la sincérité du scrutin. Donc c'est là que le combat va se mener, se focaliser aussi. On ne peut plus passer par les centres de vote où on consolide les résultats. Ensuite, on passe par une CRI locale où on va encore consolider. Parce qu'on a vu, par exemple, en 2023, dans le département de Grand Laou, il y avait des villages qui ont affiché des résultats, ou bien le résultat de Grand Laou dépassait le collège électoral du département. C'était en faveur de toutes les façons, il y a beaucoup de choses à revoir dans ce fonctionnement de la commission. Donc, c'est ça. Uniquement se focaliser sur la transmission des résultats. D'accord. On espère que le PDCI va faire un grand travail avec ça. Oui, le PDCI et les partis d'opposition. Finissons rapidement parce qu'on est en train de courir après le temps. Donc, c'est ça le point. Il faut garder espoir. Surtout, il ne faut pas commettre l'erreur de dire qu'on ne va pas aux élections. Et M. Ouattara ne recherche pas le prix Nobel de la paix ou bien de la politique pour dire que sans opposition, il va se retrouver en déshonneur. Lui, il veut le pouvoir. Alors, il faut qu'on y aille. D'accord. Merci.
Merci, M. Chaud. Merci beaucoup pour ce soir. Vous avez été une lanterne pour beaucoup d'entre nous, les auditeurs. J'en suis sûre, se sont délectés de vos propos. Merci à M. Kwasi Nkrumah, M. Adjei. Demain, je crois que M. Kwasi Nkrumah sera à l'antenne demain soir, n'est-ce pas, M. Kwasi Nkrumah? Oui, demain soir, il y a au cœur de la politique. Nous allons recevoir nos deux frères ivoiriens la dernière fois, que nous avions reçus la dernière fois. À partir de 21h? 21h30. 21h30. Voilà. Merci, alors, maman. Merci au commandant Jacques et puis on salue tous nos auditeurs. Que Dieu vous garde chez vous et on se retrouve mercredi. Bonsoir.